Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Ravi, Bonsoir. ravi de vous retrouver pour cette dernière session de l'Espace Sattva de l'année 2020. Très heureux avec Rachel d'être encore avec vous ce soir. Oui, bonsoir tout le monde. On espère que vous allez bien en ce mois de décembre. Donc, notre dernière session pour cette année 2020 qu'on va accompagner vers sa fin en douceur. Oui, oui, tout à fait. On est dans la deuxième séance de notre cycle nutrition et gestion du stress avec l'Ayurveda. Et ce soir, on va parler donc de l'alimentation pendant la saison d'hiver selon l'Ayurveda. On va vous proposer un programme en 3 parties. Dans une première partie, on étudiera brièvement quelles sont les saisons telles qu'elles sont décrites dans la littérature classique de l'Ayurveda. Ensuite, dans une deuxième partie, on fera un rappel sur les qualités des 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, pour les mettre en relation avec les qualités de la saison d'hiver. Et enfin, dans une troisième partie, on ira dans quelque chose de pratico-pratique et on regardera ensemble quels aliments on peut privilégier pendant cette saison d'hiver pour maintenir notre équilibre, notre constitution en équilibre. Voilà un petit peu le programme de ce soir. On se réjouit de le partager avec vous. Et comme d'habitude, eh bien, on va commencer par introduire la séance avec le mantra Sarve Bhavantu Sukhina, que je vais partager à l'écran. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkham Bhang Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Merci Rachel. On va commencer sur la première partie, donc sur les saisons telles qu'elles sont décrites dans la littérature ayurvédique. Donc, les textes ayurvédiques classiques, on commence un petit peu à les connaître. Hein. On a les grands auteurs, Charaka, qui ont écrit leurs traités, Charaka, Sushruta, puis Vagbhata, qui a fait ce condensé des plus grands écrits de l'Ayurveda dans le Ashtanga Hridayam. Et donc, en sanskrit, les saisons, on utilise le mot rutu, qui signifie saison en sanskrit. Et donc, on a ce qu'on appelle la rutucharya, c'est-à-dire toutes les pratiques qu'il faut adapter en fonction des saisons. En Ayurveda, donc ces grands sages, ils ont décrit l'existence de 6 saisons qui divisent l'année en fonction des changements qui apparaissent dans le climat au cours de l'année. Il y a la première saison qui s'appelle Shishira Ritu. Elle correspond à la fin de l'hiver, en fait. Ensuite, la saison suivante s'appelle Vasanta Ritu. Et là, ça correspond au printemps. Ensuite, on a Grishma Ritu. Ça, c'est l'été. Ensuite, on a Varsha. Varsha Ritu, c'est la saison des pluies, correspond à la saison des pluies. Ensuite, on passe à Sharat. Sharat Ritu, qui est l'automne. Et enfin, on a Hemanta Ritu, qui est l'hiver, le début de l'hiver. Donc ça, ce sont les 6 saisons telles qu'elles sont décrites dans la littérature ayurvédique et c'est la nomenclature de Charaka. Il y a une autre nomenclature qui existe, qui a été édictée par un des autres grands auteurs, Sushruta, et lui, en fait, il y a une saison qui porte un nom différent. La saison Shishira n'existe pas et elle est remplacée par une autre saison qui s'appelle Pravrit.
Et comment est-ce que ça s'explique qu'il y ait ces différences entre ces deux grands sages de l'Ayurveda? Eh bien, tout simplement, ça s'explique par la grande variété de climats qui existent en Inde, hein, vu l'étendue géographique de ce sous-continent indien. Aujourd'hui, on voit déjà que l'Inde, c'est un très grand pays, mais à l'époque, il n'y avait pas les frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui, le Pakistan, le Bangladesh et les autres pays autour. L'Inde était vraiment une immensité. Et donc, en fait, Charaka, lui, il faisait référence au climat des zones qui se situaient au nord du Gange, donc qui étaient plus froides. Alors que Sushruta, lui, il se référait au climat des zones qui sont situées au sud du Gange, donc plus chaudes de manière générale. Et on voit bien que le climat en hiver, qui va se passer au Kerala, tout au sud de l'Inde, eh bien, on va avoir une température plus froide, mais ça va être complètement différent de l'hiver tel qu'on va le vivre au contrefort de l'Himalaya, avec un froid beaucoup plus rude. Donc en fait, il y a une obligation de s'adapter aussi aux différences climatiques qui sont présentes sur le continent indien. Donc voilà pourquoi Sushruta et Charaka ne parlent pas exactement des mêmes saisons, parce que ça s'adapte en fait aux différences de climat qui sont présentes en Inde. Et on verra que ça aussi, ça a trait à tous les continents en fait, puisque chaque continent, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, le climat est différent en fonction de tous les continents, il s'adapte à la géographie locale. Alors, pour vous illustrer un peu cette grande différence climatique qui existe en Inde, on vous propose de vous montrer des photos des différentes parties de l'Inde avec les climats qui sont attachés. Donc, je vais vous partager la présentation. Donc là, on est sur le désert, la zone désertique du Rajasthan. C'est un grand État qui est au nord-ouest de l'Inde et donc on voit qu'ici, on est plutôt avec un climat désertique, avec des caractéristiques très particulières du climat désertique, hein, la très forte chaleur en été et puis beaucoup de sécheresse et aussi des températures très froides en hiver et pendant la nuit. Donc ça, c'est pour le désert du Rajasthan. Ensuite, une autre photo qui montre un climat totalement différent. Là, on va au sud de l'Inde, dans la région du Kerala. Et là, on voit vraiment un paysage très, très différent. Beaucoup de verdure, beaucoup d'eau, des collines. Ce sont les plantations de thé du Kerala. Et là, on est sur un climat totalement différent, beaucoup plus humide, beaucoup plus chaud, complètement différent donc de ce désert du Rajasthan. Ensuite, autre zone de l'Inde, et bien là, on remonte tout au nord de l'Inde, dans la zone du Ladakh et la vallée de l'Indus, où on est vraiment là au pied des montagnes de l'Himalaya, avec un climat beaucoup plus aride, beaucoup plus froid également, donc quelque chose encore extrêmement. Prochaine destination dans l'Inde, et là on retourne au sud, dans l'état du Tamil Nadu, au sud-est de l'Inde, avec les rizières et ces grandes étendues toutes plates du Tamil Nadu, donc un climat beaucoup plus chaud également, beaucoup plus humide, avec beaucoup de précipitations, et donc c'est pourquoi ils ont la possibilité de faire ces cultures de rizières. Ensuite, on va se rediriger maintenant un petit peu retour vers le nord avec la zone de Rishikesh. Et là, on voit, c'est le fleuve qui coule au milieu, c'est le Gange. Donc là, on est sur les tout débuts de l'Himalaya. Et donc là aussi, un climat différent de moyenne montagne avec des hivers beaucoup plus rigoureux également. Et par contre, aussi beaucoup d'humidité. Et notre dernière destination, eh bien, c'est la mousson à Delhi. Ça, c'est une particularité de l'Inde, la mousson, là, cette saison des pluies qu'on a vu dans les 6 saisons décrites dans l'Ayurveda. Il y a à la période des mois de juillet, août et voire septembre, une très très grande saison de pluie et c'est pas rare de voir les rues inondées comme ceci et dans certaines régions, il y a également des inondations beaucoup plus catastrophiques qui créent des dommages et qui peuvent parfois aussi entraîner beaucoup de mortalité. C'est vraiment des pluies très très torrentielles. Voilà, donc on voulait vous montrer un peu en illustration ces différences climatiques qui sont présentes au sein déjà du sous-continent indien. Donc on peut imaginer que
les climats vont être différents d'un continent à un autre. Donc, comme je disais tout à l'heure, le climat va être différent en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, et même en Europe, il va être différent d'un pays à l'autre, différent en France, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Grèce, de l'Espagne. Donc, en fait, il va vraiment falloir s'adapter adapter notre façon de faire en hiver à chaque région en fonction comment dire, du degré de froid, d'humidité, de sécheresse qui va être présent. Voilà, on voulait illustrer ça par ces images. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à l'hiver tel qu'on le vit, nous, en France? Bien, ce qu'on peut dire, c'est que chez nous, cette saison hivernale dans laquelle on s'apprête à entrer d'ici quelques jours, de manière générale, l'hiver est caractérisé par des qualités de froid, voire d'extrême froid dans certaines régions, de sécheresse et d'humidité aussi, alternativement, en fonction des zones géographiques où on se situe et puis aussi de la période de l'hiver. Alors, pour remettre ça en perspective avec nos doshas et notre constitution, on revient toujours aux fondamentaux de l'Ayurveda et on va se référer aux slokas qui sont présents dans les traités d'Ayurveda, ces textes écrits sous la forme de poèmes en sanskrit. Et donc, comme je citais tout à l'heure, il y a la Charaka Samhita, le traité de Charaka, la Sushruta Samhita, et puis Ashtangardayam, qui a été écrite par Vagbhata. Et donc, on va revoir ensemble les qualités des trois doshas, Vata, Pitta et Kapha, telles qu'elles sont décrites dans Ashtangardayam, le traité de Vagbhata, pour comprendre en quoi ces doshas, par rapport à leur qualité, vont être impactés par la saison hivernale et cette froideur, cette sécheresse et aussi cette humidité. Et là, donc, c'est Rachel qui va nous expliquer, qui va nous rappeler les qualités des trois doshas. Donc, je pense que Rachel est revenue avec nous. Oui, merci Kevin. Est-ce que c'est mieux le son? Ah oui, c'est beaucoup mieux, oui. Oui, ok, super. Ouais, super. Ok. Merci pour ce voyage en Inde, la terre de l'Ayurveda. Et alors effectivement, il faut bien avoir en tête les qualités, ce qu'on appelle les gunas des trois doshas, Vata, Pitta, Kapha, pour comprendre leur potentiel déséquilibre en fonction du climat dans lequel on va se trouver. Donc, Vata, Pitta, Kapha, pour les personnes qui découvrent, ce sont trois doshas. En fait, c'est des combinaisons des 5 éléments. Il y a 5 éléments. Toute la matière est faite des 5 éléments, de l'élément le plus subtil qu'on appelle l'espace, qu'on appelle aussi l'éther, qui contient toute l'autre matière plus grossière. Sans espace, il n'y a pas de contenant. Donc, l'espace est important. C'est le premier élément, le plus subtil. Puis ensuite vient l'air, et l'air, c'est ce qui permet le mouvement. On peut penser au vent, et par ce mouvement, ça crée une friction, de la chaleur. Donc, on arrive à un élément qui est encore un peu plus grossier, qui est le feu. Et puis de ce feu, on peut avoir de la condensation, donc de l'eau. Puis après, on arrive à un élément encore plus grossier, qui est la terre, Prithvi. Donc, ces 5 éléments, ils sont comme ça déclinés du plus subtil au plus grossier. Ils ont tous une importance primordiale, un rôle particulier dans le jeu des 5 éléments de la matière. Donc, on est constitué de ces 5 éléments et les trois doshas, ce sont des bioénergies qui sont la réunion de 2 éléments. Donc, le dosha Vata, c'est la réunion de l'élément espace et air. Le dosha Pitta, c'est la réunion de l'élément feu et eau. Et puis le dosha Kapha, c'est la réunion de l'élément eau et terre. Le dosha Vata, c'est un dosha donc, qui a ses caractéristiques d'air et d'espace. Donc on peut penser vraiment à quelque chose d'assez léger, rapide, imprévisible. Vraiment un dosha qui a aussi des qualités comme ça de légèreté. Et donc les slokas sont décrits dans l'Ashtanga Hridaya de la manière suivante pour le dosha Vata. Tatra rukso ragushita kara suksmascharo niraha. Et donc il y a 6 caractéristiques. Ruksha, donc c'est la sécheresse.
Donc, les personnes qui ont une constitution Vata, elles ont souvent la peau sèche ou les cheveux secs. Mais c'est aussi au niveau mental, hein, il y a aussi peut-être cette sécheresse mentale, cette capacité à prendre des décisions comme ça un peu rapides. Et puis, il y a l'agu. L'agu, c'est la légèreté. Donc, les personnes qui ont une constitution Vata, souvent, elles ont un corps assez léger. Et puis, Chitta. Chitta, c'est le froid. Souvent, les personnes constitution Vata, elles ont facilement froid. Elles ont les extrémités du corps assez froides. Donc, ça, c'est important parce que ça nous fait déjà comprendre qu'en hiver, donc une saison froide, eh bien, ce dosha va être un peu en difficulté, hein, parce qu'il a déjà cette qualité de froid en lui. Donc, si on rajoute du froid, eh ben, ce dosha va augmenter. Ensuite, il y a Kara. Kara, c'est rugueux, hein, c'est irrégulier. Donc, quand on a une constitution Vata, souvent on a un corps qui a des formes un peu irrégulières. Et puis, Sukshma, c'est la subtilité. Donc, c'est souvent des personnes qui sont assez créatives, qui ont des idées assez facilement. Mais ça peut aussi, parce qu'il y a cette subtilité, il peut y avoir un manque d'ancrage. Hein, voilà. Et puis, Chala, c'est le mouvement. Donc, les personnes Vata, c'est des personnes qui sont assez rapides, qui bougent un peu partout, qui aiment le changement. Voilà pour le dosha Vata. Après, on a le dosha Pitta, donc la réunion de l'élément feu et eau. Et quand on a une constitution Pitta, eh bien, on a de manière générale un bon feu digestif. On a voilà, déjà cette chaleur qui est là. La chaleur, le feu, c'est ce qui permet la transformation. Donc, c'est souvent des personnes voilà, qui métabolisent bien. Les réactions chimiques se passent bien au niveau du corps. Et puis, au niveau de la pensée, c'est des personnes qui peuvent transformer assez rapidement les idées, les concepts, qui ont une bonne capacité d'analyse. Voilà, c'est des personnes qui ont ce feu aussi passionné, hein, la passion, le désir, qui sont peut-être aussi animées par des émotions comme la colère, l'impatience, la jalousie, voilà, tout ça qui est un peu lié au feu. Et alors le sloka dit ceci. Pitam sasneha tikshnoshnam rago visram saram dravam. Sasneha, c'est légèrement onctueux. C'est pas aussi sec que Vata, mais c'est pas aussi onctueux encore que Kapha. Voilà, c'est un peu entre les deux. Tikshna. Tikshna, c'est la précision, c'est ce qui est pénétrant. Les personnes qui ont une constitution Pitta, elles sont assez précises dans leur manière de penser les choses, précises dans leur environnement, les choses ordonnées, régulières. Hein, ça, c'est vraiment des qualités Pitta. Et puis l'agu, on l'a vu avec Vata, c'est la légèreté, donc c'est une qualité que le dosha Pitta partage avec le dosha Vata. Donc c'est vrai que c'est des personnes qui ont de manière générale une corpulence assez légère, pas autant que Vata, mais voilà, à peu près normale. Et puis Ushna, évidemment, c'est la chaleur. La chaleur, donc c'est des personnes qui ont souvent chaud, mais aussi qui ont cette chaleur de la passion. Et alors ça montre un élément intéressant par rapport à notre thème ce soir, c'est que comme il y a cette chaleur, le dosha Pitta, c'est, on peut dire, le mieux armé pour passer l'hiver. Voilà. Il ne va pas forcément souffrir comme les autres du froid parce qu'il a déjà cette chaleur en lui, mais quand même, il va falloir y faire attention, surtout que le dosha Pitta, il est maître du feu digestif, donc il va falloir quand même faire en sorte qu'il se maintienne, hein, qu'il ne devienne pas trop insuffisant, ce qui pourrait créer d'autres déséquilibres derrière. Et puis Visra, c'est odorant. Les personnes qui ont une constitution Pitta, elles ont souvent une odeur corporelle forte. Et puis Sara et Drava, c'est la fluidité, la liquidité. Donc les personnes de constitution Pitta, elles sont rapides, elles sont assez efficaces et en même temps, elles arrivent à faire couler les choses. Voilà, c'est facile, quoi. Quand on a une constitution Pitta, on a cette capacité de transformer les choses et de manière assez harmonieuse. Voilà pour le dosha Pitta. Et ensuite, on a le dosha Kapha. Le dosha Kapha, c'est le dosha qui est le plus dense, puisque c'est la réunion de l'élément eau et de l'élément terre.
et il permet la stabilité, est vraiment, vraiment important. Quand il y a mouvement puis transformation, il faut bien à un moment donné que les choses reprennent leur équilibre. Donc ça, c'est le dosha kapha qui le permet dans le corps. Et les personnes qui ont une constitution avec une prédominance kapha, c'est des personnes qui ont cette stabilité en elles, mais c'est aussi des personnes qui ont cette force corporelle. Souvent, les personnes kapha, elles ont un système immunitaire excellent, elles tombent rarement malades, elles ont une structure corporelle qui est assez dense, hein, les os sont solides, les articulations fonctionnent bien, parce qu'il y a justement dans ce dosha, grâce à l'eau et la terre, beaucoup de lubrification. Voilà, donc ça crée quelque chose de dense et en même temps de solide, hein, avec la cohésion que permet le dosha kapha. Et mentalement, les personnes de constitution kapha, elles ont du coup cette faculté à faire de la cohésion, à envelopper. Hein. C'est des personnes qui ont souvent de la compassion, mais aussi de la patience. C'est des personnes assez stables, donc avec lesquelles on peut se sentir facilement en sécurité. Voilà, donc ça c'est pour le dosha kapha. Et le sloka, il dit ceci. Snigdha shito gurur manda shlakshna vrisna stira kapara. Donc snigdha, c'est humide. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, ça nous montre que si on est dans un environnement humide, le dosha kapha, il aura tendance à augmenter. Shita, le froid. Vous voyez, froid et humide. Donc, autant dire que les personnes kapha qui passent l'hiver en Normandie ou en Bretagne, ça peut être un peu compliqué. Et puis, guru, c'est lourd, hein, donc c'est tout ce qui est dense, ça c'est vraiment lié à l'élémentaire. Manda, c'est lent, les personnes kapha prennent leur temps pour faire les choses. Mritsna, c'est collant, voilà, c'est tout ce qui est un peu poisseux, donc ça donne aussi, c'est ce qui permet d'avoir des articulations qui fonctionnent bien, et aussi ce côté un peu de protection, de soutien, hein, voilà, de kapha. Et stira, évidemment, stira c'est la stabilité, et shlakshna c'est la douceur, c'est ce qui est lisse. Donc voyez à quel point les qualités à kapha aussi sont très, très importantes. Donc voilà pour la description de ces 3 doshas qu'on ne revoit jamais assez. Et en fait, c'est vraiment important de toujours revenir déjà au sloka et puis aux qualités, aux gunas de ces 3 doshas, parce que c'est en fonction de ces qualités-là qu'on peut comprendre comment ce dosha va se comporter en fonction de l'environnement extérieur. Le dosha vata, il a la sécheresse, mais si je suis dans un environnement sec, le dosha vata aura tendance à augmenter. Et si je suis dans un environnement humide, alors ça sera déjà plus facile. Voilà, c'est un peu pour continuer sur la suite et je laisse la parole à Kevin qui va nous expliquer, maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place l'hiver au niveau de l'alimentation pour bien passer cette saison et puis aussi au niveau physique mais mental, au niveau de la gestion du stress. Voilà. Merci. Merci beaucoup Rachel. C'est vrai que c'est super important de toujours revenir sur les qualités, les gunas. C'est quelque chose qu'on doit toujours avoir en tête. Et on voit bien, donc, comme vient de l'expliquer Rachel, que en hiver, les doshas vata et kapha, ils vont être un petit peu ils vont avoir des problèmes. Donc, il va falloir aussi faire attention à ces doshas. Et puis aussi, le dosha pitta, il faut aussi en prendre soin. Donc, cette période d'hiver, il va falloir apporter, pour contrer le froid, l'humidité et la sécheresse, il va falloir apporter des aliments nourrissants, quelque chose qui va être consistant. Et puis, il va falloir aussi apporter du chaud, donc des aliments, de la nourriture chaude, hein, plutôt, même exclusivement chaude. Et puis, des aliments chauffants par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va manger chaud et puis on va aussi manger des aliments qui vont chauffer le système. Donc, on va voir ça ensemble. On vous a préparé aussi des photos pour accompagner le propos. Donc, qu'est-ce qu'on peut privilégier? C'est pas une liste exhaustive, mais c'est des choses simples qu'on peut mettre en place. C'est vraiment du pratico-pratique pour soutenir nos doshas, les maintenir en équilibre pendant cette période hivernale avec des aliments donc, qui vont aider à maintenir la chaleur. Donc, je partage tout de suite la présentation.
Voilà. Voilà, donc on commence avec un légume vraiment typiquement de période hivernale, c'est les courges. Les courges, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vraiment utiliser pendant toute la période hivernale. Déjà, ça tombe bien parce que ça pousse plutôt en fin d'automne et donc ça se conserve longtemps pendant la période hivernale. Il y en a aussi un nombre de variétés vraiment incalculables, hein. On a les courges potimarron, les butternuts avec leur saveur très très douce, la courge muscade, on a la citrouille, on a les courges bleues de Hongrie qui sont aussi très savoureuses, les petites courges Jack B. Little qu'on peut faire en farci individuel, on peut utiliser aussi le potiron, le pâtisson. Donc là, on a vraiment, et il y en a encore une quantité d'autres variétés, on peut vraiment jouer sur les courges. On peut les préparer en purée, on peut les préparer en soupe, on peut les préparer en gratin, on peut les faire aussi en curry. Donc là, on a une variété de préparations qu'on peut utiliser pendant l'hiver. Et puis, ces courges, elles vont vraiment avoir cet aspect très nourrissant, consistant, qui va faire du bien à notre système. Alors, comme toujours, hein, ça va être une question ensuite de moduler sur les quantités. Les personnes de constitution kapha vont plutôt avoir tendance à manger des quantités plus modérées, et les constitutions pitta et vata, elles vont pouvoir manger un petit peu plus de ces courges. Et notamment, justement, on aura dimanche, lors de notre prochain stage, on présentera une recette à base de potimarron. On présentera une soupe de potimarron aux épices pour aller justement avec ce thème de l'alimentation en hiver. Voilà, donc ça, les courges, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut tabler pendant la saison hivernale. Alors ensuite, un autre aliment qui est très bon, donc ça c'est une petite photo de soupe de courges. Un autre aliment qui va être aussi très bon pendant la saison hivernale, c'est le haricot mungo. Alors là, je vous ai montré une photo donc, du haricot mungo tel qu'il est sec. On peut aussi le faire germer. Ce n'est pas spécifiquement lié à la saison hivernale, mais bon, ça va quand même être une bonne petite bombe de nutriments et de vitamines. Donc, vous pouvez aussi manger des haricots mungo germés, crus ou en salade, ou vous pouvez aussi les faire un petit peu revenir. Mais surtout, le haricot mungo, on va pouvoir le préparer en soupe, la soupe de haricots mungo aux épices. Donc ça, c'est une recette aussi très facile à préparer et puis ça va vraiment être bien nourrissant. Le haricot mungo va être approprié pour cette période d'hiver en soupe. Il va vraiment apporter les protéines et les nutriments dont on va avoir besoin. Et puis, comme il est mélangé avec des épices, ça va vraiment permettre de stimuler notre système. Donc, très simple, hein, vous faites revenir quelques graines de cumin, graines de moutarde dans un petit peu d'huile, et puis vous avez fait bien sûr tremper vos haricots mungo la veille dans de l'eau. Vous les faites cuire avec ensuite du curcuma, un petit peu de coriandre en poudre par exemple, un petit peu de piment si vous voulez avoir une dimension un peu plus chauffante. Voilà, et donc ça va vous faire un très bon repas pour la période hivernale. On peut aussi, pendant l'hiver, avec le haricot mungo, faire une recette très classique qu'on retrouve en Ayurveda, mais c'est le fameux kitchari, donc, qui est ce qu'on utilise beaucoup dans les régimes, on appelle ça détox, mais c'est surtout quelque chose qui va être très nourrissant et très digeste, donc pas fatiguer le système digestif. C'est un mélange de riz basmati avec du haricot mungo dépelliculé, et puis vous le faites cuire façon riz pilaf avec des épices, il y a dedans de la graine de moutarde, des graines de fenugrec, on met aussi des graines de cumin, un peu de clou de girofle, du curcuma, et donc ça va vraiment vous faire un repas chaud bien sûr et très nourrissant pendant la période hivernale. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aller sans difficulté et de manière très régulière. Ça va vraiment vous construire vos tissus et vous donner de l'énergie. Voilà, on peut le consommer aussi avec un petit peu de ghee pour ceux qui ont du bon ghee. Voilà. Donc le kitchari, et cette recette de kitchari et la recette de la soupe de haricots mungo, vous pouvez aussi la retrouver sur notre chaîne YouTube. Hein, les deux recettes sont disponibles. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement. Et ce dimanche, lors du stage, on aura aussi une recette à base de haricots mungo. Là, on vous montrera comment préparer un houmous de haricots mungo. D'autres recettes.
Alors, on peut aussi bien sûr utiliser les céréales et notamment le riz basmati qui va lui aussi être très nourrissant et qui va aussi être digeste. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut privilégier pendant la saison hivernale, qui va apporter les glucides dont on a besoin. Et puis, vous pouvez le préparer de manière simple avec un petit peu de graines de cumin, comme un jeera rice, hein, ce qu'on fait beaucoup en Inde, ou alors mélanger avec de l'oignon et puis du curcuma. Ça fait vraiment un super plat, très parfumé et aussi digeste et nourrissant. Alors ensuite, au niveau des céréales, là, on vous propose d'utiliser une variété de blé dont on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est le blé camut ou encore blé Khorasan. Et lui, il est intéressant parce qu'en fait, c'est une variété ancienne qui n'a pas été génétiquement modifiée, donc qui contient relativement peu de gluten par rapport à toutes les variétés nouvelles de blé qu'on utilise dans la cuisine aujourd'hui. Donc, il va être très nourrissant et en même temps, il ne va pas avoir ce côté très collant de la farine de blé qu'on peut trouver aujourd'hui. Il ne va pas avoir ce côté vraiment très CAFA, très alourdissant. Il va être très digeste et en même temps très nourrissant. Donc, vous pouvez privilégier ce blé camut. Vous pouvez l'utiliser donc de la farine de blé camut pour faire vos galettes, pour faire de la pâte à tarte. Vous pouvez aussi cuire ces graines de blé camut pour en faire un repas, un plat, c'est très très bon. Et puis vous pouvez, si vous trouvez du pain fabriqué à base de cette farine de blé camut, donc ça va être vraiment une très très bonne céréale à utiliser pendant l'hiver. Ensuite, on passe à une autre graine qui est le millet. Alors, peut-être là, on voit la plante, ça se présente comme ça, ce sont comme des grappes de graines, le millet. Et ça, c'est une plante très intéressante parce qu'en fait, elle est chauffante par elle-même. Naturellement, ces graines de millet ou cette farine de millet va chauffer le système naturellement. Donc, c'est vraiment une farine ou en tout cas des graines qu'on peut utiliser et intégrer dans la période hivernale. Peut-être que si vous n'en avez pas entendu parler, peut-être que vous reconnaissez ces grappes, c'est ce qu'on peut donner, on peut trouver aussi dans les magasins pour les oiseaux. Parfois en hiver, on leur donne ces grappes de millet aux oiseaux, mais en fait, c'est quelque chose qui est utilisé aussi beaucoup dans la cuisine, notamment la farine de millet qu'on peut intégrer dans nos préparations. Ça va être très chauffant en fait. Donc je vous montre ensuite sur la photo suivante comment ça se présente les graines. Donc c'est comme un petit peu ça ressemble un peu à des graines de quinoa ou à des graines de semoule grossière. Donc on peut le cuire comme ça, ou alors on peut utiliser la farine de millet, qui elle va vraiment être chauffante pour l'organisme. Et enfin, on va arriver sur une autre céréale. Ce n'est pas exactement une céréale, mais bon, on l'utilise comme tel. C'est le sarrasin. Donc là, on voit à quoi ressemble la plante. Sarrasin qui est aussi une céréale très chauffante, donc qui va stimuler le feu intérieur, qui va stimuler la digestion. Elle va chauffer le système, l'organisme. Donc, on peut l'utiliser plutôt en farine de sarrasin. Et donc là, on connaît, hein, ce sont les fameuses galettes bretonnes qui sont faites avec de la farine de sarrasin. Mais vous pouvez aussi utiliser cette farine pour faire vos pâtes à tarte et ça donne vraiment une saveur très particulière, un petit côté aussi sableux qui est intéressant. Donc, en farine, vous pouvez aussi l'intégrer si vous faites du pain, voilà, il y a plein d'utilisations possibles. Et donc, ça, c'est intéressant d'intégrer le sarrasin pendant dans votre alimentation d'hiver. Ça va vous aider à chauffer l'organisme. Voilà. Et puis, bien sûr, les épices, hein, toutes les épices, ça c'est la fameuse boîte à épices. Et ça, on fera un focus sur les 10 épices principales qu'on peut utiliser en hiver. Ça, on fera ce focus là-dessus lors du stage dimanche sur ce thème des épices en Ayurveda. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation sur les aliments qu'on peut privilégier pendant la période hivernale. Et comme je disais au début, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça vous présente quand même déjà pas mal de choses.
Et puis, ce dont on a la possibilité aussi en hiver, c'est d'utiliser des compléments alimentaires lorsque on est en carence parfois de vitamines pour booster un petit peu notre énergie. Et donc, on voulait vous proposer aussi ce soir un focus sur une plante, un complément alimentaire qui est bien connu en Ayurveda, et c'est le moringa. Peut-être vous n'en avez pas encore entendu parler. Et donc, je vais laisser la parole à Rachel, qui va vous parler de cette plante assez fabuleuse qui est le moringa. Merci Kevin. Merci. Alors le moringa, effectivement, c'est une plante qui fait partie de la pharmacopée de l'Ayurveda. C'est un arbre ou un arbuste qui pousse dans les régions plutôt sèches. Et c'est un arbre vraiment qui est incroyablement riche en nutriments. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre des miracles, parce que c'est vraiment une plante qui, de par ses feuilles ou ses fruits, apporte un condensé de nutriments. Et d'ailleurs, il est beaucoup utilisé pour nourrir les populations qui souffrent de sous-nutrition en Afrique ou en Inde, parce que ça pousse globalement dans ces deux pays. Mais maintenant, il est cultivé assez largement dans le monde, dans les régions plutôt sèches. On en trouve même maintenant dans le sud de l'Espagne, de manière assez facilement. Alors cet arbre, il est riche en vitamines, il est riche en vitamine A, B, C, la vitamine E aussi. Il est riche en protéines, il peut contenir jusqu'à 30% de protéines. Et dans ces protéines, il y a 19 acides aminés, dont les 9 acides aminés essentiels. Et ça, c'est plutôt rare dans l'alimentation, même au niveau des protéines animales. Il est riche en fibres, il est riche aussi en acides gras. Hein. Et ça, les acides gras, c'est excellent aussi pour la santé. Il est riche notamment en acide oléique, qu'on trouve aussi dans l'huile d'olive ou l'huile de noisette. C'est aussi une plante qui est extrêmement riche en antioxydants. Il y a 46 substances antioxydantes dans le moringa. Et voilà, du coup, c'est vraiment une explosion de bienfaits pour la santé. C'est une plante qu'on peut consommer en complément alimentaire lorsqu'elle est réduite en poudre à partir des feuilles, mais aussi des fruits. Mais aujourd'hui, on commence à en trouver maintenant en magasin bio. C'est plutôt de la poudre de feuilles que de la poudre de fruits. Dans les pays où le moringa est assez courant, donc en Afrique, en Inde, le moringa est plutôt connu par rapport à ses fruits. C'est des longues gousses comme ça qu'on cuisine en légumes. Mais en fait, en les cuisinant, souvent c'est trop bouilli, trop longtemps et on perd toutes les qualités nutritionnelles. Tandis que là, vraiment avec la poudre de feuilles, et ça encore vraiment, ça dépend aussi de la manière dont c'est transformé. Hein. Comment c'est séché, est-ce que c'est à forte température, parce qu'au-delà de 55 degrés, ça perd les qualités nutritionnelles. Donc, il y a tout un procédé comme ça de transformation très subtil qui, lorsqu'il est bien fait, permet vraiment de garder toutes les substances nutritionnelles de cette plante. Alors, vous allez me dire, oui, mais ici, on ne souffre pas de sous-nutrition, et quand même, on souffre en Occident d'une sorte de malnutrition, hein, parce que on a de quoi manger, mais la qualité de notre alimentation est souvent pauvre et de plus en plus pauvre, malheureusement, que ce soit par les aliments qui viennent des aliments industriels. Et quand bien même, quand on mange bio et qu'on fait quand même attention, aujourd'hui, les sols sont de plus en plus pauvres et les légumes tirent leur force de la terre. Donc, si la terre est pauvre, les légumes aussi sont pauvres en nutriments. Donc, même dans notre société, c'est quand même parfois très bon de prendre ces compléments alimentaires, notamment avec cette plante de moringa. Alors, vous pouvez en trouver dans les magasins bio. On n'a pas de marque particulière à vous conseiller, mais simplement pour les avoir étudiés, il faut que le moringa soit vraiment d'une couleur très, très verte foncée, avec aussi soit vraiment en poudre très, très, très fine. Alors, peut-être on peut vous montrer une petite photo. Du coup, on en a pas mal d'échantillons ici avec nous et on les a mis sur une feuille pour vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez là à l'écran. Ça y est, oui, c'est arrivé. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a 6 poudres de moringa différentes et il y en a qui sont plus ou moins vertes. Donc, il faut vraiment prendre celles qui sont les plus vertes, qui ont cette chlorophylle encore et puis qui
en poudre très, très, très fine. Bon, voilà. Mais comme tous les compléments alimentaires, tout dépend effectivement de leur qualité. Ce n'est pas parce qu'on achète un complément alimentaire, même en bio, qu'il est forcément de bonne qualité. Donc, si vous connaissez la source et que vous êtes sûr de la qualité, c'est mieux. Voilà, et ben, je crois qu'on a terminé pour cette soirée. En tout cas, on a encore 10-15 minutes si vous souhaitez voilà, poser des questions, interagir. Oui, on va prendre un petit temps pour échanger. Si vous avez envie de poser une question ou simplement de faire un commentaire, vous avez la possibilité de lever la petite main bleue virtuelle. Vous la retrouvez tout en bas dans la barre de menu de Zoom, dans Participants. Et quand vous cliquez sur Participants, vous avez une petite main bleue. Vous cliquez, et ça signale que vous avez envie de prendre la parole. Donc voilà, on reste ensemble pour quelques minutes encore. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions ou écouter si vous avez des commentaires. Alors, je vois, il y a Marie Pasquine qui demande dans le chat comment prendre le moringa. Et ben, en fait, c'est une poudre qui se prend souvent avec le repas. Alors, le goût est pas très bon, il faut se le dire. Donc, voilà, il faut en prendre vraiment très, très peu. Puis avec de l'eau ou avec ce que vous mangez dans la fourchette ou la cuillère. Et puis, ça suffit, voilà. Vous pouvez le mettre dans vos soupes. Mais c'est vrai que si vous n'aimez pas le goût, il vaut mieux le prendre une fois. C'est autre chose après. Alors, je vois qu'on a une question de Sandrine. Sandrine, donc si vous voulez réactiver votre micro, votre caméra, on vous écoute. Bonjour, on m'entend là? Oui, bonjour Oui, d'accord. Sandrine. Bonjour. Merci pour cette très belle présentation. En fait, moi j'ai une question. Bon, vous nous dites ce qu'il vaut mieux manger, mais est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment aussi de la journée il vaut mieux manger? Est-ce qu'il y a des règles, entre guillemets, pour savoir à quel moment il vaut mieux, ou si, quelle que soit la saison, c'est mieux le matin parce qu'on digère plus vite, plus longtemps, ou est-ce qu'il y a des règles comme ça? De manière générale, il faut manger en trois repas, matin, midi, soir. Le plus gros des repas, quelle que soit la constitution, il faut le prendre le midi parce que c'est là où le feu digestif est le plus important. L'heure Pitta, c'est entre 10 heures et 14 heures. Donc, prendre le principal repas à cette heure-là. Vous m'entendez? Oui, ça coupait un peu, mais oui, j'ai entendu. Voilà, le soir plutôt léger et chaud parce que une fois que la nuit est tombée, eh ben, l'organisme se met de manière assez naturelle en veille. Donc le feu digestif est beaucoup moins important le soir. Donc effectivement, le soir, on va plutôt manger léger et chaud pour faciliter, surtout en période hivernale, pour faciliter la digestion. Non, Après, quand ça vous dites dépend aussi chaud, de la c'est… constitution. Par Oui, exemple, les personnes pitta, elles ont souvent très faim. Donc, c'est des personnes qui ont besoin de manger régulièrement, qui ne peuvent pas sauter de repas, par exemple. Les personnes vata, elles aiment plutôt grignoter assez régulièrement dans la journée, manger un peu et souvent. Et les personnes kapha, si elles sautent un repas, c'est pas trop grave. Ça va pas forcément les déséquilibrer autant que les deux autres doshas. d'accord. Merci. Merci. Merci Sandrine. Alors maintenant, je vois qu'il y a une question de Stéphanie. Alors, Bonsoir. bonsoir. Je voulais savoir concernant le haricot mongo. J'en trouve, mais seulement à germer. Alors, je voulais savoir si c'était pareil. Alors, oui, celui que vous trouvez, il est indiqué à germer, mais vous pouvez quand même l'utiliser en cuisine. C'est pas, d'ailleurs, vous pouvez le faire tremper. Il va commencer à germer. Ça germe très rapidement. Donc, si vous le faites tremper pendant la nuit, le lendemain matin, vous allez voir que si vous le faites tremper dans l'eau un peu tiède, vous allez voir que déjà, la germination a commencé. Donc, ce n'est pas un problème. Vous pouvez le consommer à germer. Et j'ai vu que vous aviez posé la question, vous nous avez envoyé un mail tout à l'heure, mais vous pouvez en trouver aussi souvent chez Biocop, il y en a chez
alors peut-être qu'il n'y a pas dans votre région les comptoirs de la bio. Alia, j'en trouve pas, non. Ouais. Ouais. Sinon, dans les magasins botaniques, si vous D'accord, connaissez, ouais. ils en vendent aussi. Voilà. D'accord. Merci. Avec plaisir. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite s'exprimer ou poser une question? J'ai vu. Le haricot mongo, on peut aussi le consommer décortiqué, comme l'a montré Kevin dans le Kitchuli. Et ça, alors on n'en trouve pas en bio, dans les magasins bio. On peut le trouver en bio sur Internet. Mais c'est aussi une autre manière de manger le haricot mongo qui il y a moins de fibres, donc ça peut être aussi plus digeste pour les personnes vata. Tout à fait. Alors, je vois que Betty souhaite poser une question. Alors, tu peux réactiver, Betty, ton micro. Oui, mon micro, oui, j'avais zappé. Voilà. Moi, je voulais savoir, tout à l'heure, tu as écrit dans les commentaires le moringa modéré pour Pitta. Oui. Donc, moi, j'ai la chance de pouvoir acheter les gousses pour faire en légumes ou en soupe. Donc, il ne faut pas que j'en mange souvent, du coup. Alors, en fruits, c'est différent. Les fruits, D'accord. on peut en manger relativement sans problème. Ce sont les feuilles qui ont un fort pouvoir, qui sont très, très puissantes. Mais en légumes, ce n'est pas un problème. D'accord. Bon, bah, merci. Et merci à tous les deux, hein, parce que c'est toujours très intéressant, très vivant, très, très chouette. Merci Betty. Merci Betty. C'est vrai que les personnes qui ont la chance de trouver des gousses de moringa en France, c'est chouette. On peut faire de la soupe avec. On avait montré une recette aussi sur la chaîne YouTube et c'est vraiment, ça fait un velouté. C'est vraiment délicieux la soupe de moringa, de fruits du moringa. Je confirme. Merci beaucoup Betty. Alors, il y a Hélène qui souhaite poser une question. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez réactiver votre caméra pour... Voilà. Super, merci. Je pense. Alors, ma question, c'était donc par rapport au moringa, quels sont les effets d'une surconsommation? Si ça augmente l'acidité ou l'effet sur le corps? Et si vous pouviez me rappeler le nom qu'on donne aux haricots mongo décortiqués, dépelliculés, je pense que ça porte un nom spécifique, non? Mais le haricot mongo dépelliculé, ça s'appelle aussi mung dal. Ah oui, c'est ça, mung dal. Voilà, okay. Cette appellation-là, en général, plutôt dans les magasins asiatiques. Ouais. Merci. Et Rachel, tu veux répondre sur le moringa, c'est chauffant de manière générale. Donc, c'est vrai que si vous en prenez trop, ça peut surchauffer l'organisme, puis ça peut être indigeste de manière générale aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut en prendre très très peu. Oui, donc dans toutes les plantes, pardon? On sentira vite les symptômes d'une surconsommation, j'imagine. Oui, ça donne si on en prend tout, déjà ça donne la nausée, c'est pas agréable. D'accord. Dans toutes les plantes qui sont séchées, en fait, dans un petit peu de poudre, il y a beaucoup de feuilles, donc c'est assez important. C'est comme les huiles essentielles, dans une goutte, vous avez beaucoup de plantes, donc il faut vraiment en prendre très peu. Et puis les propriétés médicinales sont vraiment concentrées quand la plante justement est sèche, encore plus que quand elle est pure. Ouais. Merci. Merci Hélène. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être dans le chat, je n'ai pas regardé. Y a-t-il des questions en suspens? Non. Il n'y en avait pas. Non, mais je crois qu'on avait répondu. Ok. Ah, si Stéphanie a une autre question. Allez-y Stéphanie. Merci. Pour le stage du dimanche, est-ce que vous nous donnez les ingrédients à avoir pour cuisiner avec vous? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Les personnes qui sont inscrites, on leur envoie la liste des ingrédients pour qu'elles puissent faire leurs achats pour pouvoir faire l'atelier cuisine ensemble en direct. Et c'est très sympa.
D'accord, merci. Merci. On clôture alors tranquillement. Eh bien oui, hein, je pense qu'on va pouvoir passer à Sarve Bhavantu. Oui. Je vais le partager, comme ça, si les personnes veulent aussi suivre. Et comme ça, on va clôturer la séance. Voilà. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkam bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Merci Rachel. Merci. C'est une très bonne fin d'année pour tout le monde et à bientôt pour ce qu'on voit dimanche. Oui, très bonne soirée à toutes et tous. Et on se retrouve très vite. Oui, prenez bien soin de vous. On vous donnera des infos sur ce qui va se passer en 2021. Voilà. À bientôt. Bonne soirée. Merci À beaucoup. bientôt. Merci, merci. Au revoir. Et Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. allez, Au revoir. Au revoir. Au revoir. ça. Karinetta. Kalenikta, Gris is with us. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Arion Cello. Mario Manon. Arion Manon. Hi, hi. Hariom. Mario. À bientôt. Dimanche. Oui, à Oui, dimanche. à dimanche. À dimanche. Allez, au revoir. Prenez soin de vous. Oui, toi aussi, vous aussi. Merci. Merci. Ciao. Allez, hop, on coupe.